pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Oui, bonjour, c'est la revue de presse numéro 709, déjà 709 vraiment. Nous sommes le 11 mars 2026, il est 16h17 de l'après-midi. Alors avant de parler de l'actu internationale, ça va être l'Iran. Avant de parler de cette actu, d'abord l'actu de la chaîne. Alors maintenant, tous les 2 jours, je vous le dis depuis 1 ou 2 jours d'ailleurs, les points de presse se feront uniquement pour les abonnés Patreon et les gens qui ont souscrit à la chaîne, ainsi que les tipeurs. Voilà. Bon, maintenant nous allons parler évidemment de l'Iran. D'ailleurs, je crois qu'on va vraiment faire un focus là-dessus, sur l'Iran. Voilà, la revue de presse numéro 709. Il est 16h18, au revoir. Sir Don McCullin est une légende du photojournalisme de guerre et est largement considéré comme l'un des plus grands photographes vivants. Il a documenté dans ses photos qu'il expose aujourd'hui à Athènes la guerre, la pauvreté et la souffrance humaine, mais toujours vu avec une compassion et un dévouement rare. Au cours des 7 dernières décennies, ses photographies ont marqué l'histoire et ont solidifié sa réputation de chroniqueur sensible de notre époque. Témoin d'atrocités à travers le monde, le photographe a été blessé plusieurs fois, mais il a aussi cherché à montrer la poésie et la puissance de l'humain. I was a young man. I didn't really have much of a future because I didn't have an education to start with. And then I was sent to do military service in the Air Force. I went to many countries in Africa and the Middle East, and I came back to England with a camera. I wasn't particularly interested in becoming a photographer. I feel photography may have chosen me. At the end of the day, I published 20, 30 books, and all of a sudden I felt that my life had some purpose, some meaning. Sir McCullin a commencé sa carrière à The Observer en 1959 à l'âge de 23 ans. De 66 à 84, il a travaillé pour The Sunday Times, traçant la voie qui allait définir sa carrière. I wanted to also make myself feel a bit important, that I went to these places, I took these pictures, they have a meaning, they were tragic and they were, but I did them with compassion, and I wanted the people to receive them with that same compassion, that they could try to understand what they were looking at was wrong. And so, in a way, I had a slight evangelistic kind of attitude, but I realized in the end I was kind of making a fool of myself, thinking I could change the world. I couldn't. I feel that all the effort I made into showing people that the tragedy of and the lack of compassion for other human beings, humanity is in a really bad mess at the moment, and it doesn't look as if it's going to get any better. If not, it's going to get worse, I think. L'exposition présente 47 photographies sélectionnées dans son livre intitulé La vie, la mort et tout ce qu'il y a entre les deux. Le président américain Donald Trump avait précédemment utilisé la loi sur les pouvoirs économiques d'urgence internationaux pour imposer des droits de douane étendus à ses partenaires commerciaux. Lorsque la Cour suprême des États-Unis a invalidé la politique économique phare de Trump, celui-ci a invoqué l'article 122 de la loi sur le commerce de 1974 pour mettre en œuvre la surtaxe mondiale de 10% sur la plupart des importations aux États-Unis. J'ai utilisé ces droits de douane, j'ai récolté des centaines de milliards de dollars pour conclure des accords très avantageux pour notre pays, tant sur le plan économique que sur celui de la sécurité nationale. Tout fonctionnait bien, les pays qui nous ont escroqués pendant des décennies nous versent désormais des centaines de milliards de dollars. La loi sur le commerce de 1974 autorise le président à imposer des droits de douane de 10% pendant 150 jours afin de remédier au déficit de la balance des paiements. Mais un procès intenté par 24 États soutient que l'administration abuse de la loi car les États-Unis ne sont pas confrontés au type de crise de la balance des paiements que la loi vise à résoudre. Je pense que la décision sera négative. Vous ne pouvez pas recommencer stratégiquement. Cependant, je pense que l'administration Trump en est pleinement consciente et s'attend à ce que pendant les 150 jours, 120 jours, pendant lesquels les droits de douane seront appliqués, c'est le temps qu'il faudra pour passer devant les tribunaux. Cela servira donc ses objectifs jusqu'à ce qu'elle trouve un moyen, un mécanisme permettant au président Trump d'atteindre ses objectifs
assis à la table des négociations commerciales. Le président Trump a déclaré qu'il avait l'intention d'augmenter son taux de droits de douane à 15% malgré les avertissements des économistes et des industriels, selon lesquels ces taxes pourraient entraîner une hausse des prix pour les entreprises et les consommateurs américains. Les périodes d'incertitude ne sont pas propices aux affaires et nous traversons actuellement une période d'incertitude quant à la nature des droits de douane, leur pourcentage et leur éventuelle mise en place. Nous attendons donc des éclaircissements. La Californie et 23 autres États affirment que l'article 122 de la loi sur le commerce de 1974 n'a jamais été conçu pour accorder une autorisation générale et avertissent que les droits de douane pourraient perturber les chaînes d'approvisionnement et augmenter les coûts. Cette affaire donne désormais lieu à une bataille juridique à haut risque portant sur des milliards de dollars d'échanges commerciaux et les limites du pouvoir présidentiel en matière de droits de douane. C'est un désastre. C'est un véritable désastre. Commençons par le commencement. Il a promis de mettre fin à la guerre en Ukraine en seulement 24 heures. Et il aurait pu y arriver sans problème s'il avait pris ses responsabilités et traité honnêtement avec Poutine. Malheureusement, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Et puis, la crise suivante qui se présente est le génocide à Gaza. Tout cela est réalisé avec des bombes américaines, de l'argent américain, des armes américaines, et le peuple américain se sent complètement impuissant face à cette situation. Ils ne sont pas d'accord avec ce que Netanyahou est en train de faire là-bas, mais le gouvernement ne les écoute absolument pas. Le gouvernement est contrôlé par des groupes comme l'AIPAC, et c'est précisément ça le problème. Alors ce que vous voyez maintenant, c'est que s'il décide de mener cette guerre contre l'Iran, ça va être absolument catastrophique et cela détruira complètement son administration. Il ira probablement en prison une fois que les républicains seront chassés du pouvoir. Il y aura certainement un autre processus d'impeachment et il pourrait bien être condamné cette fois-ci. Ce sera donc un véritable désastre pour Donald Trump, mais également pour l'Amérique entière. Je pense que pour certains de ces influenceurs, journalistes, alors pour Megyn Kelly, peut-être que comme animatrice, elle recevra encore des gens qui sont favorables à Trump ou donnera la parole à des ministres de M. Trump, mais je crois qu'il y a quelque chose comme un lien de confiance qui a été rompu sur la question de la guerre très précisément. Et je te citais la semaine dernière, en début de semaine, Marjorie Taylor Greene qui disait aux États-Unis, on ne fait plus la différence maintenant politique entre la gauche et la droite, mais entre ceux qui appuient les guerres d'Israël et ceux qui s'y opposent. C'est une fracture profonde. Charlie Kirk était l'annonciateur peut-être de ça, un support, un soutien essentiel à M. Trump qui avait mobilisé les jeunes et les jeunes hommes, c'est vrai, mais qui aussi avait émis des doutes sur cet alignement politique et militaire derrière Israël. Ça avait d'ailleurs permis à plusieurs de s'emballer, de prétendre, annoncer que M. Kirk avait été tué par les Israéliens, donc la complosphère s'était emballée. Quelle que soit la vérité sur cette affaire-là, ce qui est clair, c'est qu'il avait émis de sérieux doutes et qu'aujourd'hui, ça fissure la base de Trump et que jamais, je pense, ces gens ne seront avec lui. Et on ne parle pas de gens qui se sont ralliés à Donald Trump de manière opportuniste, parce qu'il y en a. On pourrait dire aujourd'hui, Lindsey Graham, par exemple, est un allié de M. Trump au Sénat, c'est un néoconservateur. C'est pas du tout quelqu'un qui apprécie Donald Trump. C'est un opportuniste fini qui a vu qu'il y avait une occasion d'affaires, qui s'est aligné sur Donald Trump parce que ça a pu servir ses intérêts. Et je pense qu'on en parlait hier, pourrait aussi se retourner contre Trump et le piquer à mort à partir du moment où il ne sera plus utile. Comme un bon scorpion sait le faire. Mais tout ça, c'est annoncé, enfin, je pense depuis le début de la semaine, on parle de ça. Il y a un retournement profond. La première petite fissure, c'était Marjorie Taylor Greene sur certains enjeux. Epstein à l'époque, parce qu'elle avait travaillé très fort aux côtés d'une majorité de démocrates pour que soient publiés les documents. Mais la question israélienne était importante pour elle. Puis la question des guerres en général, nous n'avons pas, nous, à nous mêler des affaires de tout le monde. What is the reason, if the nuclear program isn't the reason, as poor Ted Cruz, I never thought I'd put those three words together, is over there talking about nukes. And we know that the intelligence did not suggest that an attack was imminent from Iran. What is left? Why are we at war with Iran? Great question. Yeah, great question. I mean, the simplest explanation, might be the one that they gave 24 hours in, that they've kind of tried to backtrack since then, which is that Israel made us do it. That Bibi decided on this timeline, Netanyahu decided he wanted to attack,
and he convinced Trump to join him by scaring Trump into believing that U.S. assets in the region would be at risk, and so Trump was better off just joining Netanyahu. I hope that isn't the full explanation, but you're right. As we are now hearing that the nuclear program is not part of their targeting campaign, as we're now more confident that even harder line leadership is taking hold, as the Strait of Hormuz is still being shut down, even as we get their Navy, what's left as the explanation? It might just be that Israel forced our hand. And how weak does that make the United States look? How weak are we if our allies can force us into wars of choice that are bad for U.S. national security interests? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que ça fait plusieurs décennies que Israël et son lobby aux États-Unis tentent de pousser Washington dans une guerre contre l'Iran pour établir maintenant ce dont tous les grands médias parlent, alors que c'était considéré comme complotiste ou conspirationniste, c'est-à-dire établir le Grand Israël d'après les frontières bibliques du Nil à l'Euphrate. Et donc pour ce faire, Israël a besoin de faire tomber tous les verrous qui empêchent son expansion territoriale, mais Israël ne peut pas le faire seul. Israël peut aujourd'hui combattre, pas vaincre, mais combattre des milices armées comme Hamas et Hezbollah, mais Israël seul n'est pas capable de faire tomber des États, faire tomber l'Égypte, de faire tomber la Syrie de Bachar el-Assad, de faire tomber l'Irak de Saddam Hussein, ni de faire tomber l'Iran. Ils ont besoin des États-Unis. Donc ça, c'est pour l'approche géopolitique. Puis, si vous voulez, on passera à l'approche religieuse et eschatologique, qui ne sont absolument pas contradictoires, mais se complètent. Et même la dimension religieuse eschatologique est le support de la géopolitique israélienne. Ouais. Mais l'impulsion de ces gens-là, tu vas me dire, c'est plusieurs personnes différentes qui peuvent avoir des motivations différentes, mais l'impulsion de ces gens-là, sur le fond, est-ce que c'est qu'ils sont anti-Israël ou sceptiques d'Israël, mettons, ou est-ce que c'est vraiment l'idée que les États-Unis ne devraient pas se mêler des affaires des autres, que le président américain devrait concentrer son énergie sur les affaires du pays? Ben, les deux réponses sont bonnes. C'est-à-dire que pour ces gens-là, c'était la promesse essentielle de Donald Trump. On pourrait dire qu'il y avait l'inflation, la lutte à la vie chère, mais aussi de mettre un terme à toutes ces guerres sans fin et aussi de s'ingérer dans les affaires des autres. C'est un élément. Puis la question israélienne, plus particulièrement, c'est jusqu'à quel point les intérêts des États-Unis sont toujours convergents avec ceux d'Israël et jusqu'à quel point même Israël fait converger ses intérêts avec les États-Unis par la puissance de sa capacité de lobby. Et c'est devenu un enjeu. Ça n'en était pas un il y a 2 ans. Ça s'est beaucoup développé à la faveur de la guerre qu'a livrée Israël au Hamas à Gaza. À l'époque, les premiers qui ont été touchés, ça a été le Parti démocrate, les tergiversations de Kamala Harris, qui a essayé de ménager la chèvre et le chou, avec, tu t'en souviens, même à la convention des protestataires qui sortaient pour manifester contre le Parti démocrate, qui, sur ces enjeux, a toujours été hyper aligné sur Israël, mais quand même sur ces enjeux montrait de l'ouverture. Ça s'est retourné en partie. Et on a vu, aujourd'hui, ça a été documenté, que ça a eu un impact réel sur le vote, avec l'espoir pour certains que Donald Trump, par sa promesse de ne plus s'ingérer nulle part, peut-être serait plus respectueux de cette affaire-là et moins naturellement enclin à suivre Israël dans toutes ses batailles, toutes ses guerres. Or, aujourd'hui, c'est perçu comme étant une vraie trahison. C'est le mot que tu as employé. Et c'est très rare que tu te remets d'une trahison. Si tu as été trahi, tu ne trouveras pas de circonstances pour retourner coucher dans le même lit. غارة كتير قوية على الضاحية الجنوبية لبيروت شفناها بالصورة أمامنا يمكن من أقوى الغارات بين الأمس واليوم ريف آدم برازي مساء الخير نعم سمر غارة إسرائيلية في هذه الأثناء شنتها المقاتلات الحربية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. هذه الغارة من أعنف غارات هذا المساء وبعد سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية. مورت مريم إمدالوه اتكشف حلو فين احناش
حاتوي وشو بشاط موتى Israël a lancé une nouvelle vague de frappes contre des cibles du Hezbollah à Beyrouth. Des explosions ont secoué la banlieue sud de la capitale libanaise, mais aussi un bâtiment d'une quinzaine d'étages situé dans le quartier densément peuplé d'Aïcha Bakar, au cœur de Beyrouth. Des vidéos diffusées en ligne et par les chaînes d'information locales montrent au moins 3 étages de cet immeuble en proie aux flammes. La frappe a eu lieu sans avertissement. Aucune information n'a été immédiatement communiquée concernant la cible visée. La frappe a eu lieu dans une zone éloignée de la banlieue sud de Beyrouth où l'armée israélienne a demandé à la population d'évacuer de larges zones afin de pouvoir lancer des attaques contre le Hezbollah. Les familles qui ont fui ont pour certaines trouvé refuge dans des stades et des écoles de Beyrouth. Selon les autorités, à ce jour, près de 700 000 personnes au Liban se sont inscrites sur la plateforme en ligne du gouvernement dédiée aux personnes déplacées, soit une augmentation de plus de 100 000 personnes en une seule journée. Oui, aujourd'hui, on parle de 759 300 déplacés, dont au moins 200 000 enfants, donc ce sont les chiffres du gouvernement libanais et de l'UNICEF. Mais également, ne pas oublier qu'il y a déjà 570 morts, dont au moins 83 enfants. Alors, je ne sais pas si les enfants sont du Hezbollah ou pas, mais il y a quand même 83 enfants qui ont été tués. Et ce qu'on voit, c'est vraiment une volonté de vider tout le sud du Liban. Alors je rappelle que dans le sud du Liban, il n'y a pas que des chiites, il y a aussi des chrétiens, et que même les chiites, tous les chiites ne sont pas membres du Hezbollah, bien au contraire. Et donc là, il y a eu des ordres d'évacuation de tout le sud du Liban, y compris les villages chrétiens. Mais les gens ne veulent pas partir parce qu'ils savent qu'ils ne reviendront pas. C'est clair, ils entendent, ils ne sont pas sourds, ils entendent les ministres israéliens, notamment le ministre de la Sécurité intérieure, qui appellent à occuper le sud du Liban. Il y en a d'autres qui appellent à coloniser le sud du Liban. Et c'est pour ça, ils savent que s'ils quittent leur maison, qu'ils ont déjà quitté il y a 18 mois, ils savent qu'ils ne reviendront pas. Et c'est pour ça que ce prêtre ne voulait pas partir. Et là, je crois qu'on est arrivé à un stade qui, moi, me donne envie de pousser un cri de colère. Il faut avant tout obtenir de nos gouvernements d'exercer des pressions sur Israël, parce que c'est Israël qui, depuis le fameux cessez-le-feu au Liban, n'a jamais respecté ce cessez-le-feu, que tous les villages qui sont au sud, à la frontière avec Israël, Israël interdit à la population libanaise de revenir. La France et les États-Unis, qui sont garants de ce cessez-le-feu, ne l'ont pas fait appliquer. Et ça, il y a une responsabilité qui est absolument énorme. Effectivement, il faut que l'aide humanitaire arrive. Mais si Israël continue à bombarder comme il bombarde, cette aide humanitaire n'arrivera pas à ceux qui en ont besoin. Et moi, ce qui me frappe dans tout ce brouhaha aujourd'hui avec cette guerre, c'est qu'on parle effectivement de cette guerre israélo-américaine sur l'Iran, mais du coup, c'est à nouveau un blanc-seing donné à Israël et aux Américains pour faire absolument ce qu'ils veulent dans la région, en Iran, mais en continuant tout ce travail qui casse complètement cette région avec des populations qui sont fracassées dans le véritable sens du terme, qui sont évidemment maintenant traumatisées. Et maintenant, nous, on parle effectivement de tous ces enjeux géopolitiques. Il est légitime de la part d'Israël et des Américains de taper l'Iran. Et là, je crois qu'on est arrivé à un stade qui, moi, me donne envie de pousser un cri de colère par rapport à tout cet ensemble. Et finalement, que nos responsables politiques admettent quand on dit que finalement, cette guerre, elle est justifiée parce que l'Iran est un méchant. Est-ce que c'est ça la question aujourd'hui ? Est-ce que la question aujourd'hui, ça n'est pas d'arrêter ces bombardements dans l'ensemble de la région ? Benjamin Netanyahou n'arrêtera pas la guerre. Cela dit, il peut arrêter la guerre sur l'Iran, mais il a une autre guerre en réserve, sous le bras, sur le Liban. Donc, je pense que c'est ça qui peut... Il a intérêt, il ne peut pas arrêter d'être en guerre, Benjamin Netanyahou. C'est sa raison d'être. C'est sa raison d'être au pouvoir. C'est comme ça qu'il se présente devant son peuple, comme chef de guerre, comme rempart contre les menaces extérieures. Donc, en effet, si Trump siffle la fin de la partie, il sera très embêté, mais ça m'étonnerait qu'il puisse continuer tout seul sur l'Iran. En revanche, il redoublera d'efforts sur le Liban où subsiste un proxy de l'Iran qui s'appelle le Hezbollah et qu'il est déterminé à éradiquer, entre guillemets, comme il a voulu éradiquer le Hamas à Gaza, sauf qu'on a bien vu qu'en éradiquant le Hamas, il a anéanti Gaza, et le gros risque aujourd'hui, c'est qu'en voulant éradiquer le Hezbollah, il ait anéanti une partie, tout ou partie du Liban. C'est l'arme par excellence des gardiens de la Révolution. Le drone Shahed, bon marché et facile à lancer,
il est utilisé massivement au Moyen-Orient. Et s'il y a bien un pays qui est devenu expert sur le sujet, c'est l'Ukraine. Sollicité par la Maison-Blanche, Kiev dépêche des spécialistes de la lutte anti-drone dans les pays du Golfe. Sans notre expérience, il sera très difficile pour la région du Golfe, l'ensemble du Moyen-Orient et nos partenaires en Europe et en Amérique de mettre en place une protection solide. Nous sommes prêts à aider ceux qui nous aident, ceux qui aident l'Ukraine. Piloté par Roustem Umerov, le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense de l'Ukraine, 3 équipes vont être déployées dans la région, d'abord au Qatar, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Selon le président ukrainien, au total, 11 pays ont demandé l'aide de Kiev pour lutter contre les drones Shahed, utilisés aussi par la Russie, qui en a lancé plus de 60 000 sur l'Ukraine depuis 2022. Pour les contrer, Kiev a dû redoubler d'inventivité et a misé sur les innovations technologiques. Des drones intercepteurs comme celui-ci sont produits massivement et permettent ainsi d'économiser les précieux systèmes patriotes américains. On ne peut pas abattre des Shahed avec des missiles qui coûtent 5 millions de dollars chacun. Aucune économie au monde ne peut se le permettre. Et nous pouvons leur apprendre à distinguer différents types de cibles lorsque les radars sont encombrés de ce genre d'informations. Avec des appareils peu onéreux à usage unique, l'Ukraine a pris le dessus sur un secteur en pleine expansion, un atout tant sur le front que sur le terrain politique, sur lequel Volodymyr Zelensky compte bien capitaliser. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré que les frappes américaines et israéliennes contre l'Iran violaient les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies ainsi que les normes fondamentales régissant les relations internationales. Il a fait cette déclaration lors d'un entretien téléphonique avec le Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. M. Wang a souligné que la Chine s'opposait à l'escalade des frappes et condamné les attaques aveugles contre des civils et des cibles non militaires. Il a déclaré que la guerre ne faisait que causer du tort. Il a ajouté que la Chine restait déterminée à jouer un rôle constructif dans la désescalade des tensions et le rétablissement de la paix. M. Al-Thani a informé la Chine de la situation régionale et de la position du Qatar. Il a déclaré que le Qatar avait pris les mesures d'autodéfense nécessaires tout en intensifiant ses efforts diplomatiques pour empêcher la crise de s'étendre et de s'aggraver. Il a également remercié la Chine pour sa position juste et équitable et ses efforts de médiation. Tout d'abord, les objectifs stratégiques ne sont jamais annoncés. Ça reste toujours secret. Et une opération militaire de cette envergure n'est pas décidée à partir d'un coin de table. Il faut bien comprendre que les états-majors, notamment les états-majors de niveau central, ont l'habitude de planifier des opérations bien en amont, ce qu'on appelle des planifications froides, qui peuvent être activées au moment d'une décision politique qui pourrait s'avérer prégnante ou urgente. Donc ces plans d'intervention qui sont mis en jeu par les Américains sont des plans qui ont été certainement pensés depuis les années 80 et qui ont été mis à jour de manière cyclique. Ce qui est nouveau, c'est la coordination vraiment et l'intégration avec l'armée israélienne, notamment en termes de coordination des opérations, et donc très probablement in fine une planification commune des frappes aériennes. Ce que l'on peut constater après 11 jours de guerre, c'est que l'on arrive à la durée ultime qui avait scellé la fin du précédent affrontement entre Israël et puis l'Iran en juin précédent, en juin 2025. C'était 12 jours et on avait pu constater à ce moment-là que Israël était quand même d'une certaine manière en difficulté et que l'intervention américaine avait permis une sorte de paix des braves avec une forme de match nul, mais les Américains étaient intervenus un peu comme le shérif. Donc ils étaient intervenus, mais ils n'étaient pas dans le conflit.
Les États-Unis affirment avoir détruit 16 navires poseurs de mines iraniens près du détroit d'Ormuz, après que l'Iran a menacé de bloquer les exportations de pétrole depuis cet endroit hautement stratégique qui représente environ 1/5 des transports énergétiques mondiaux. Plus tôt, le président américain Donald Trump avait averti Téhéran qu'il s'exposait à des attaques d'une intensité sans précédent s'il décidait de restreindre l'accès au détroit afin de déstabiliser davantage les marchés mondiaux déjà soumis à de fortes turbulences depuis le début de la guerre. Mardi, de hauts responsables iraniens ont averti que le détroit d'Ormuz serait soit un détroit de paix et de prospérité pour tous, soit, je cite, un détroit de punition pour les bellicistes. Les attaques de Washington mardi soir ont clôturé la 11e journée de cette guerre que beaucoup, y compris les habitants de Téhéran, ont qualifié de jour le plus intense concernant les bombardements. Tout au long de la journée, l'armée israélienne a aussi pris pour cible plusieurs endroits à travers le pays. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que l'État hébreu continuerait à frapper l'Iran aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à ce que ce dernier ne représente plus aucune menace pour son pays. Israël poursuit également ses opérations à grande échelle chez son voisin libanais contre des cibles qu'elle affirme être liées au Hezbollah pro-iranien. De son côté, l'Iran continue de riposter avec mardi plusieurs salves de drones et de missiles tirés sur Israël et les États du Golfe voisins qui abritent des bases américaines. De nombreux pays de la région, notamment le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et le Koweït, ont signalé des attaques qui, selon eux, ont été interceptées. Des sirènes d'alerte aérienne ont également retenti de manière continue dans plusieurs villes israéliennes, dont Tel Aviv, l'armée israélienne signalant des tirs iraniens incessants tout au long de la journée. Et c'est donc l'information principale de la matinée qui vient de nous parvenir à l'instant. Le nouveau guide suprême est sain et sauf malgré ses blessures. C'est ce qu'indique le fils du président iranien François Clemenceau. Cela veut dire que ce nouveau guide suprême a été visé. On sait qu'il a été visé, vous le savez, dans les premiers jours en tout cas de l'attaque. Son père a été tué, mais lui également faisait partie des cibles de l'aviation, notamment israélienne. Et donc on sait qu'il était blessé. On ne savait pas avec quelle gravité et on ne savait pas s'il allait pouvoir se montrer publiquement une fois qu'il aurait été nommé. Il a été blessé aux jambes. Et il a été soigné, et donc apparemment, il est vivant. La difficulté, c'est est-ce qu'il peut assumer ses fonctions de guide suprême en se rendant, par exemple, sur une réunion publique, en parlant à la télévision, tout simplement en s'exprimant. Non, c'est extrêmement compliqué parce que la moindre apparition publique ou l'annonce d'une apparition publique le redésignerait évidemment comme cible. Et juste un mot, amiral, Israël l'avait dit, à partir du moment où il a été désigné par cette assemblée, ce guide suprême, fils d'eux, est une cible. Je crois que les Israéliens l'ont bien dit, et les Américains aussi. Donc, à chaque fois qu'on en nommera un, il sera désigné. Mais ça allait très vite. Ah bah ça va très vite, oui. Il suffit de savoir que c'est lui. François Clemenceau, qu'est-ce que ça veut dire pour la suite? Ce guide suprême, quel poids a-t-il d'ailleurs encore aujourd'hui en Iran? Et le fait qu'il soit sain et sauf, lui donne-t-il un avenir pour diriger ce pays? C'est compliqué parce que il est l'âme en quelque sorte du régime, mais on sait très bien que ce régime n'a pas besoin forcément techniquement d'un guide suprême pour pouvoir être gouverné. Les gardiens de la révolution sont évidemment aux manettes de ce pays. Également ce qui reste du gouvernement civil. Donc c'est comme ça que fonctionne le pays. Maintenant, l'autorité suprême, celle qui donne à la fois les grandes orientations religieuses et politiques, et militaire, parce qu'il ne faut pas oublier que le guide suprême, il est le chef de l'armée, et il est le chef du pouvoir judiciaire, qui est l'organe de répression de toute possibilité de contestation. Donc il est important, mais il faut pour ça qu'il se montre. Et s'il ne se montre pas, j'allais dire, c'est comme l'imam caché, on ne le voit pas, on peut très bien le vénérer, mais si on ne le voit pas, ça pose une difficulté. Mais on voit bien effectivement qu'il a été très vite blessé, c'est une cible, il ne peut pas se montrer. Dans quelles circonstances pourrait-il se montrer alors qu'il a les Américains et Israël sur le dos? C'est très intéressant parce qu'il a été visé avant même d'être nommé guide suprême, parce que c'était le fils de son père et parce qu'il avait des fonctions importantes auprès de son père. Aujourd'hui, c'est le 12e jour de la guerre et il y a aujourd'hui les obsèques qui sont prévues pour les plus grands dignitaires du pays qui ont été précisément touchés par les attaques du début de la guerre. Il y a le ministre de la Défense, l'ancien chef d'état-major des armées, l'ancien commandant des gardiens de la Révolution. Tous ces gens-là vont être aujourd'hui enterrés en public
Et il va y avoir des démonstrations effectivement de solidarité des supporters du régime, des partisans du régime. Et on va bien voir à cette occasion-là s'il y a un message, ne serait-ce que du guide suprême. D'un point de vue opérationnel, on voit que ces derniers jours, des divergences se font jour. Sur la destruction de 30 dépôts d'essence. Sur la destruction des dépôts d'essence, les États-Unis ne sont pas très contents parce que, voilà... En plus, ça peut retourner la population contre ça peut retourner en faveur de la nation iranienne qui a attaqué, et puis surtout sur la durée de la guerre. Les Américains, Donald Trump l'a bien dit hier, on veut que ça s'arrête bientôt. Israël n'est pas forcément dans cette optique-là, mais cela étant, même en Israël, on voit en lisant les spécialistes dans la militaire de la presse israélienne, et le témoignage que vous avez montré de Bibi, de Netanyahou, est intéressant parce qu'il dit si in fine, cela reviendra aux Iraniens d'aller de nouveau dans la rue, etc. Manière de dire, nous, on vous facilite le travail, mais c'est pas nous qui allons le faire. Donc je pense que à Tel Aviv, comme à Washington, et à Washington on le sait déjà, on s'est un peu bercé d'illusions sur l'effondrement prochain du régime, alors qu'aujourd'hui on va en parler, c'est notre deuxième point. Il reste là et il est bien là. Dominique. Les frappes incessantes, comme ici, aujourd'hui, en plein centre de Téhéran, auraient-elles atteint le nouveau guide suprême? Avant-hier, des milliers d'Iraniens étaient descendus dans les rues pour soutenir le successeur et fils d'Ali Khamenei. Mojtaba Khamenei n'a pas été vu une seule fois depuis sa nomination. Son entourage a tout d'abord expliqué que cette absence était due à la menace qui pesait sur lui. Donald Trump lui-même avait aussitôt dénoncé cette nomination. Une autre raison concernant son absence a été donnée il y a quelques heures par l'entourage du président iranien Masoud Pezeshkian. Son propre fils, sur le réseau Telegram, a posté ceci. J'ai entendu les informations disant que M. Mojtaba Khamenei avait été blessé. J'ai demandé à des amis qui ont des connexions. Ils m'ont dit que, grâce à Dieu, il était sain et sauf. Aucune information supplémentaire n'a filtré sur l'état de santé ou les circonstances des blessures éventuelles du nouveau guide suprême iranien. Côté iranien, bien sûr, pour l'instant, on refuse toute négociation. Je vous propose d'écouter Kamal Karazi, qui est donc conseiller diplomatique de l'ayatollah Khamenei, Mojtaba, le nouvel ayatollah. Mais écoutons-le, parce qu'il a donné quelques exigences iraniennes. Les États-Unis ont considérablement affaibli les capacités militaires iraniennes au niveau des missiles et des drones. Combien de temps pouvez-vous tenir ? C'est l'un des récits mensongers propagés par le gouvernement américain. L'armée iranienne est très forte, comme vous le voyez, car elle a la motivation et les armes nécessaires. Nous ne sommes pas dépendants d'un autre pays. Je ne vois aucune possibilité de diplomatie pour le moment, car Donald Trump a trompé les autres et n'a pas tenu ses promesses. Nous l'avons constaté à 2 reprises lors de négociations. Nous étions engagés dans des négociations et ils nous ont frappés. Because Donald Trump had been deceiving others and not keeping with his promises. And we experienced this in 2 times of negotiations, that while we were engaged in negotiation, they struck us. There's no room unless... Il n'y a pas d'espoir de négociation tant que la pression économique ne sera pas suffisamment forte pour que d'autres pays interviennent afin de garantir la fin de cette agression des Américains et des Israéliens contre l'Iran. Ça veut dire que, Trump, il est extraordinairement sensible à la bourse. C'est le sujet. C'est le sujet. Il est extrêmement sensible à 2 éléments qui sont le prix du gallon et l'inflation. Il n'a pas réussi sur l'inflation. La bourse, c'était à peu près OK. Le prix du gallon, c'était pas mal. Je vais vous dire, pour lui, maintenant, c'est sa priorité absolue. Et c'est tellement vrai que les marchés, ils le croient, parce qu'ils savent très bien que c'est son sujet. Quand il y a eu ce fameux Liberation Day, vous vous souvenez le 4 avril, quand il nous a dit à chacun, c'était la distribution des prix, toi tu as 35% de droits de douane, toi ta tête ne me revient pas, vous les Suisses, là, vous allez avoir 39%. Ils n'ont pas compris pourquoi, parce qu'ils avaient des trop belles montres, ou on ne sait pas. Bon, très bien. Et puis, dans la nuit, là, les OAT à 10 ans commençaient à se tendre, et il a reculé. Donc, encore une fois, ça veut dire quoi, ce graphique ? Ça veut dire que les marchés savent que pour lui,
c'est sans doute dans tout ce maelstrom, parce qu'au fond, il s'est engagé dans quelque chose qui est absolument invraisemblable, et que de toute façon, il y a cette recomposition qui est en route, on ne sait pas où elle va nous mener, elle est en route, mais derrière, et ça remonte quand même, qui va guider... Je me permets de vous interrompre, hein. Le prix du baril était redescendu à 79 vers 13h, il vient de remonter à 87,62, en flèche évidemment, depuis l'annonce du minage du Détroit, mais... Regardez, on est en dessous de 90, regardez. Oui. Donc voilà, on respire un grand coup, on va voir, vous avez raison, ces questions sont très sensibles, parce qu'encore une fois, mais je le redis aussi, il faut aussi le dire, je crois, ce soir. On est sur une planète, j'allais dire hélas, qui regorge de pétrole et d'hydrocarbures. Et surtout les Américains. Mais les Américains sont le premier producteur exportateur mondial maintenant. Mais pas que. Il y a du pétrole, il y en a. On sait, on disait, moi je me souviens quand j'étais plus jeune, il va y avoir un peak oil, et on le repousse toujours. Ouais. Le peak oil maintenant, c'est peut-être dans 2 siècles. Donc il faut le dire. Je pense que c'est la manifestation d'une intimidation organisée à son paroxysme. Nous voyons cette guerre comme une guerre non seulement contre l'Iran, mais aussi une guerre contre le contrôle de l'énergie dans le monde, de manière à jouer leur jeu ultime contre ceux qu'ils voient comme leurs adversaires. Cela veut dire qu'ils n'ont aucun sérieux, aucune sincérité dans leur diplomatie. L'Iran est concentré à 100% sur la défense de sa souveraineté, de l'intégrité de son territoire et de sa dignité. Je pense que les États-Unis doivent être tenus responsables pour saper la paix et la sécurité mondiale, pour exercer un chantage de façon aussi dévastatrice. Ils ont pris pour cible toutes les réserves et envoient de la fumée dans les airs qui est un poison. Et nous avons connu des pluies toxiques et tout le monde comprend que c'est une forme d'écocide, une atteinte contre l'environnement. C'est une guerre imposée par les 2 plus grandes brutes du monde. Nous avons appris notre leçon des expériences passées et l'Iran ne pouvait pas se permettre de les laisser commencer une guerre à leur guise, de terminer une guerre à leur guise et ensuite recommencer. Les Iraniens ne l'accepteront pas. Nous avons payé un prix élevé pour ça. Je suis sûr que ces 2 expériences terribles resteront dans les mémoires. Ce sont maintenant une vingtaine de bâtiments qui ont été touchés depuis le début de ce conflit, dont une dizaine de pétroliers, le Wraclay thaïlandais dont je crois on voit les images à l'écran aujourd'hui. Donc c'est une revendication qui n'est pas une surprise, qui est attendue et qui au fond correspond à la stratégie des Iraniens. Et ils veulent faire savoir qu'aujourd'hui, ils sont les maîtres de ce détroit d'Ormuz qui ne fonctionne plus, à l'exception des seuls cargos pétroliers dont l'Iran continue d'organiser le passage, parce qu'il faut rappeler que depuis le début de ce conflit, l'Iran continue d'exporter du pétrole, continue de le faire depuis le détroit d'Ormuz, à concurrence d'à peu près 2 millions de barils par jour, c'est-à-dire un peu plus que ce qu'il faisait avant la guerre. Cette maîtrise du détroit d'Ormuz est en train de devenir l'atout majeur dans le jeu des Iraniens aujourd'hui. Oui, je voudrais juste rajouter qu'il peut y avoir une progressivité dans l'action des Iraniens, c'est-à-dire qu'ils peuvent dire on a mis 10 mines, en disant nous connaissons le plan de minage, parce que le problème, si vous voulez, pour déminer, si on ne connaît rien, ça prend un temps fou, des années pour le golfe arabo-persique, ce n'est pas des mois, hein, ce sont des années. Hein. Et là, s'ils disent on en a mis 10, on sait où elles sont, ça veut dire qu'il y a une possibilité de retour en arrière, il y a une possibilité de déminer plus rapide, etc. Ça peut être une progression. Je vous pose une question de béotien, et ensuite il faut qu'on retourne du côté de Washington. Une mine dans cet environnement-là, quels dégâts ça cause sur un bateau? Un tanker, un pétrolier, un porte-conteneur, etc. Ça le coule instantanément? Non, ça ne coule pas instantanément, ça dépend du type de mine. C'est-à-dire que vous avez des mines à haut-rein, donc là, vous percutez la mine, ça saute et puis ça fait une brèche, mais de toute façon, ça arrête tout. Dès qu'un pétrolier est touché, ça arrête tout. Il peut y avoir des mines qui ont été développées il y a très longtemps par l'URSS, je ne sais pas si elles sont encore en service, ça s'appelait à l'époque des captors. Ce sont des espèces de gros rochers qui sont posés sur le fond et puis qui peuvent envoyer une espèce de torpille, une espèce de missile sous-marin vers le pétrole. Alors ça, ça peut être beaucoup plus important. Et donc, nous ne savons pas très bien de quoi disposent, enfin moi en tout cas, je ne sais pas de quoi disposent les Iraniens. Et qu'est-ce que disait Donald Trump hier? C'est que les armateurs et les capitaines de bateaux manquaient de guts. Il fallait qu'on négocie. T'as un bateau qui vaut 1 milliard, t'as un équipage d'êtres humains dedans, tu vas-tu les mettre à risque, des mines par le bas, des bombes par le haut, des drones, tu sais... Et les mines, quant à moi, pour l'instant, sont le moindre des risques. S'il y en a, il y en a peut-être, là. On ne le sait pas avec certitude, mais tu n'as pas besoin d'attendre une mine. Ils sont à te regarder à la jumelle, sur le bord de la plage, sur le bord des cailloux, des galets, du côté iranien, et avec des missiles, l'équivalent chinois de l'Exocet, qui est rudement efficace, avec des canons.
tu peux faire des dommages qui font qu'un bateau va être coulé. Il n'y a personne, il n'y a pas un capitaine responsable qui a envie de prendre ce genre de risque. Évidemment, on le comprend. Mais pourquoi Donald Trump dit-il ça? Parce que il est impuissant. En fait, plus son discours est affirmatif, plus tu entends M. Exet dire que c'est extraordinaire à quel point ils sont omnipuissants, plus en creux, tu peux voir l'incapacité de Donald Trump de changer profondément le jeu. Parce que qu'est-ce qu'il disait en début de semaine dernière? Nous allons escorter, on va assurer les vaisseaux. Et hier, vous manquez de guts. S'il manque de guts, c'est probablement parce qu'ils ne sont pas escortés ou ne sont pas assurés. Avec une armée américaine qui hésite, parce que le vrai enjeu, c'est ça va prendre des boots on the ground. Ça va prendre des soldats qui vont créer une zone tampon en sol iranien. C'est peut-être pour ça qu'on a vu du mouvement autour de Fort Bragg depuis une semaine, qui est, j'en parlais hier, je crois aussi, la base d'opération de la 82e division aéroportée, qui pourrait très rapidement, là on parle de 24 heures, intervenir, débarquer, peut-être prendre le contrôle et faire en sorte que tous ceux qui ont leur petit camion du côté iranien avec des missiles ne pourront plus se rendre sur les berges, puis les repousser le plus loin possible pour qu'ensuite des escortes potentiellement accompagnent des vaisseaux. Mais on est très, très loin de ça. Pour l'instant, c'est Gulliver, c'est-à-dire le géant qui est attaché à la plage très littéralement par les Lilliputiens. Puis les Lilliputiens, ce sont les Iraniens avec leurs petites armes, leurs petits fils, mais qui le retiennent et qui créent un peu l'impression de son ridicule. Et c'est ça l'intention, c'est de dire à tout le monde, vous pensiez être protégé par les Américains, vous pensiez avoir le bon deal. Et qu'est-ce que font d'ailleurs les Russes en ce moment? Ils disent, nous sommes, une source garantie et assurée d'approvisionnement énergétique. Si vous faites affaire avec nous, on livre la marchandise. Et c'était quand même extraordinaire la semaine dernière quand Scott Bessent, secrétaire au Trésor, dit les sanctions contre la flotte fantôme russe, elle est levée. Les Indiens à qui on disait vous ne pouvez pas raffiner du pétrole russe parce qu'on va vous punir. On leur a dit ah non, savez-vous, pour les prochaines semaines, il n'y a aucun souci. C'est redevenu acceptable. Hey, merci beaucoup. Et les Russes, du coup, sont riches. C'est-à-dire qu'ils font de très, très bonnes affaires. Donc, les opérations militaires, j'ai entendu que c'est fini, rassure-toi, mais les opérations militaires russes en Ukraine sont aujourd'hui beaucoup plus faisables et concevables parce qu'il y a plus d'argent qui rentre dans les coffres de la Russie. There's been another attack at Dubai International Airport, DXB, this morning, where 2 drone strikes have left 4 people injured. Now, those Iranian airstrikes have intensified across the region overnight, with reports this morning of attacks in Qatar, in Kuwait, Bahrain and Saudi Arabia. The world's focus, of course, is also looking towards the Strait of Hormuz, the waterway lifeline to global shipping, where the Iranian stronghold is sending shockwaves around the world. US President Donald Trump last night announced that Iran was mining in the strait, and as a result, US forces have destroyed 16 Iranian mine-laying ships. In addition to that, we're hearing here in Dubai that our nearby Emirates that a cargo vessel off the coast of Ras Al Khaimah was also hit this morning. We're told, though, that the crew are safe and have been evacuated. Jane Witherspoon, Euronews in Dubai. Juste pour rester encore un tout petit peu sur la question d'une théocratie qui serait une dictature plus pérenne qu'une théocratie laïque, il me semble qu'il y a surtout la structure du système qui est juste géniale au sens propre du terme. C'est-à-dire que c'est une pyramide qui ne ressemble pas à une pyramide. Vous avez constitutionnellement à la tête un guide suprême qui a effectivement son mot à dire dans absolument tout, de façon directe ou indirecte par un droit de veto par exemple. Mais juste après, vous n'avez rien de régulier qui descend jusqu'à la base. Vous avez une myriade d'entités qui ont toutes la même importance et qui, si elles étaient invalidées pour 2 ou 3 d'entre elles, ne paralyseraient pas le reste du système. Et c'est ce qui fait écho, par exemple, au fait que l'Iran soit doté de 2 armées parallèles qui touchent tous les secteurs classiques, mais pas que, et qui soit pourvu de 16 entités de renseignement, avec parmi ces entités de renseignement, des entités de renseignement qui surveillent le renseignement. Donc je pense qu'il y a surtout une extrême et géniale résilience des rouages du système lui-même. Lo que debe hacer es enarbolar el orden internacional basado en reglas y la defensa del multilateralismo renovado. En todo caso,
Cuando digo multilateralismo renovado significa también que Europa y las sociedades occidentales y los gobiernos occidentales van a tener que hacer una renuncia para hacer de ese sistema internacional un sistema mucho más representativo. Quiero decir con esto, no solamente cuando hablamos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tenemos que acabar con el derecho a veto. No deja de ser curioso que 2 miembros del Consejo de Seguridad permanentes de ese Consejo de Seguridad sea Rusia y Estados Unidos, que ahora mismo son 2 potencias que están trayendo mucha inestabilidad al mundo con las guerras, en este caso en Ucrania y también en Irán. Pero hecha esta digresión, yo creo que lo que es evidente es que si hacemos una reforma del sistema de Naciones Unidas, pues tendremos que incorporar a grandes naciones como India, como el continente africano, como China o Brasil, con una representación mucho más amplia en organismos. Alors que la guerre au Moyen-Orient fait grimper les prix de l'or noir, Donald Trump envisage de suspendre les sanctions américaines sur le pétrole étranger pour tenter de faire retomber les cours mondiaux. Le président américain n'a pas précisé quel pays bénéficierait de cet allègement, mais cette mesure pourrait profiter à la Russie, une éventualité qui inquiète les Européens. Le commissaire à l'économie Valdis Dombrovskis a appelé à maintenir la pression sur Moscou. Indeed, the current oil and gas price spike may provide windfall revenues for Russia, so that's why important to strictly enforce a G7 price cap, because the opposite would be self-defeating. It would reinforce Russia's capacity to wage war, undermining Ukraine, undermining our support for Ukraine. Selon le Centre pour la recherche sur l'énergie et la propreté de l'air, la Russie a terminé l'année 2025 avec une baisse de 18% de ses revenus issus des ventes de pétrole brut par rapport à l'année précédente. Début février, la Commission européenne a dévoilé un nouveau train de sanctions prévoyant l'interdiction totale des services liés aux pétroliers russes, tels que les assurances, les services bancaires et le transport maritime. Et Poutine est le grand vainqueur en ce moment, parce qu'on lui demande de fournir du plus de gaz à l'Europe, et les sanctions sur l'interdiction pour l'Inde d'importer du pétrole sont levées par Trump. Enfin, pour Poutine, tactiquement... Mais justement, puisque vous parlez de sanctions, la Commission européenne rejette à l'instant l'idée d'assouplir les sanctions contre le pétrole russe pour tenter d'apaiser les tensions sur les marchés de l'énergie, appelant au contraire à maintenir une pression maximale sur Moscou. Bonjour Dimitri Pavlenko. Vincent, on revient avec vous sur l'implication de la Russie dans le conflit au Moyen-Orient. Oui, alors les Russes perdront beaucoup si les mollahs sont renversés. Encore un allié qu'ils n'auront pas pu sauver après l'Arménie, la Syrie, le Venezuela. Et à chaque fois, le monde réalise qu'un accord de partenariat avec le Kremlin n'est plus une assurance vie. L'accord stratégique signé avec les mollahs remonte à l'an dernier seulement. Il scellait en théorie une alliance globale pour faire contrepoids au diktat de l'Occident. Eh bien, depuis 12 jours, le diktat s'impose à coups de missiles et en face, les protestations russes ne font pas du tout le poids. Vladimir Poutine a téléphoné au président Pézekian. Il a dénoncé une violation cynique de la morale et du droit international. Quelques phrases sans jamais citer les États-Unis et c'est tout. Pas question de livrer bataille ou même de livrer des armes. C'était juste une association de malfaiteurs entre 2 pays mis en quarantaine. La guerre a aussi ruiné le mariage. Les projets mirobolants et toujours différés s'évanouissent comme les 4 réacteurs nucléaires que Rosatom devait construire dans le sud, ou le gazoduc qui allait acheminer le gaz jusqu'au port sur le golfe Persique. Il y a aussi des investissements déjà réalisés qui risquent de partir en fumée, comme les puits de pétrole ou la production de gaz. Alors, il y a quand même pour les Russes dans cette guerre des compensations. Bien, à court terme, la Russie engrange 2 bénéfices. D'abord, le renchérissement du gaz et du pétrole, évidemment, bénéfice immédiat. La Russie se tient prête à fournir à l'Inde et à la Chine tout ce qu'elle trouvait à Téhéran. C'est un peu une morale de syndic de faillite ou de chaîne d'information continue. Moins ça va
pour l'Iran, mieux ça va pour la Russie. La Russie est le seul gagnant de la guerre au Moyen-Orient, a d'ailleurs laissé tomber avec amertume hier Antonio Costa, le président du Conseil européen. Encore mieux, la guerre en Iran impacte directement la guerre en Ukraine. D'abord, on en parle moins, ça tombe bien. La Russie tente de revenir sur la scène mondiale et elle le fait sur la pointe des pieds à Venise où elle devrait participer à la Biennale et de façon plus visible encore aux Jeux paralympiques. Secondo, les intercepteurs patriotes tirés par les Américains et les Israéliens pour neutraliser les missiles iraniens vont faire défaut aux Ukrainiens. Les stocks s'épuisent rapidement. Ils seront longs à reconstituer. 600 patriotes sortent chaque année d'une usine. Mais les 3 premiers jours de la guerre en Iran en ont dépensé près de 2000. Il manque déjà à Kiev, où les Russes redoublent les frappes contre les infrastructures électriques, et ça risque de s'aggraver encore. Alors, le journal Le Washington Post a accusé les Russes d'ailleurs de fournir des informations militaires sensibles aux Iraniens, Vincent. Oui, il leur aurait donné de quoi localiser précisément les avions et les navires américains. Ainsi, les artilleurs n'ont pas tiré à l'aveugle, mais ça n'a pas suffi, visiblement. Les missiles ne sont jamais parvenus à destination. Le sujet a été abordé lors du coup de fil que se sont passés Vladimir Poutine et Donald Trump. Le Russe a nié avoir donné ce coup de main à son allié iranien et l'équipe Trump a décidé qu'il fallait faire semblant de le croire. Ils auraient eu du mal à se scandaliser. Ça fait 4 ans qu'ils font la même chose avec les Ukrainiens, leur fournissant des renseignements, les missiles et le service après-vente. Dans le chaos du monde qui va grandissant, l'arroseur finit toujours arrosé. Une grande aventure industrielle commence. De Gaulle, Mesmer, voilà, ils avaient quelques visions. EDF, vous voyez, Électricité de France, les ingénieurs, tout commence par le fait que on lance un programme électronucléaire pour répondre aux défis de l'indépendance énergétique. Oui, on appelait ça la souveraineté. C'est devenu un mot de moins en moins utilisé et je rappelle que EDF devient le premier exploitant nucléaire au monde avec 58 réacteurs. Alors, regardez, il y avait tous ces parcs, voilà, Gravelines, Palluel, Cattenom, Saint-Alban, Cruas et Bugey, effectivement, et Chinon, et Tricastin, et Flamanville, et Saint-Laurent-des-Eaux, etc., Belleville-sur-Loire. Ça allait donner une électricité qui devait être absolument ou presque gratuite. C'était les années 70-80, le défi de l'indépendance énergétique de la France. Et en même temps, effectivement, le début de l'insurrection écologiste, ce pelé, ce galeux de nucléaire d'où nous vient tout le mal. Voilà, le nucléaire a supprimé. Et ça s'est très bien passé en Allemagne parce que on va vous montrer ce qui s'est passé en Allemagne et on a vu ça il y a l'année dernière, l'Allemagne supprimant ses 3 dernières centrales nucléaires. Voilà, c'était ça. Donc l'Allemagne a suivi la disparition du nucléaire et nous on se posait des questions, mais alors c'était très étonnant. Regardez ce qui se passait. Eh bien en 2018, le président actuel, premier mandat d'Emmanuel Macron, il annonçait triomphant, voilà ce qu'il annonçait, regardez, ça y est, le nucléaire, c'est fini, ou presque. 14 réacteurs de 900 MW seront arrêtés d'ici à 2035. Ce mouvement commencera à l'été 2020 avec l'arrêt définitif des 2 réacteurs de Fessenheim. Restera alors à organiser la fermeture de 12 réacteurs entre 2025 et 2035. 4 à 6 réacteurs d'ici 2030, le reste entre 2030 et 2035. Et le rythme variera en fonction de l'évolution du mix énergétique dans notre propre pays et chez nos voisins européens. Voilà, c'est bien parti. Écoutez, ce nucléaire dont vient tout le mal, eh bien, ça va disparaître. C'était en 2018. Emmanuel Macron était président depuis 1 an. Et Elisabeth Borne, qui était sa ministre de l'Environnement de l'époque, Elisabeth Borne, c'était en février 2020. Vous voyez, il y a exactement 6 ans. Eh bien, Elisabeth Borne pouvait annoncer de manière triomphante ceci. Écoutez. Alors je vous confirme, c'est un moment historique parce que comme vous le soulignez, ça fait des années qu'on dit aux Français qu'il faut baisser la part du nucléaire dans notre électricité. Ça fait des années qu'ils entendent parler de l'arrêt de Fessenheim.
Et puis, depuis des années, nos prédécesseurs ont reporté la décision. Cette décision, elle est prise. Le décret que j'ai signé avec le Premier ministre, il est ce matin au journal officiel. Et samedi prochain, le premier réacteur de Fessenheim s'arrêtera. Donc, c'était effectivement un engagement d'Emmanuel Macron. Et voilà-t-il pas que hier, Ursula von der Leyen, il y avait un sommet sur l'énergie nucléaire, d'ailleurs, qui tient aujourd'hui, avec le G7, eh bien, voici ce que dit Ursula von der Leyen, après que son pays, l'Allemagne, je le rappelle, ait enterré la dernière centrale nucléaire, là, récemment. Écoutez Ursula von der Leyen. While in 1990, 1/3 of Europe's electricity came from nuclear, today it's only close to 15%. This reduction in the share of nuclear was a choice. And in hindsight, it was a strategic mistake for Europe to turn its back on a reliable, affordable source of low-emission power. Voilà, c'est formidable. Oui, c'est une erreur stratégique. Vous voyez, il y a 30 ans, 35 ans très exactement, nucléaire, c'était 30% de notre région. Aujourd'hui, c'est 15%. C'était un choix, dit Ursula. Eh ben oui, on a eu une erreur. On a fait une erreur. Mais regardez aussi... Parce que le nucléaire permet de produire de l'énergie en quantité compétitive et pilotable. Et dans le mix de nos pays, la France l'a choisi et l'a réaffirmé en 2022, nous avons un mix qui repose sur l'économie d'énergie, le renouvelable et le nucléaire. Parce que le nucléaire apporte une capacité à être pilotable bien plus que le renouvelable. Il est un complément de cette énergie et il apporte la décarbonation. Et pour la soutenabilité de nos réseaux aussi, la possibilité de fournir de l'énergie pilotable décarbonée avec de la visibilité. Le nucléaire se produit sur notre sol, il apporte donc de l'indépendance. Alors là, magnifique, quand même magnifique. C'est-à-dire ces gens-là, les mêmes qui ont consciencieusement saboté l'effort nucléaire depuis quelques années, même depuis 20 ans, quand on écoute Dominique Voynet, les mêmes vous dites aujourd'hui, on s'est trompé. Déjà, j'ai une petite pensée pour tous nos auditeurs qui, comme moi, doivent avoir les oreilles qui saignent. Parce que c'est vrai que quand on met tout à bout, tous ces passages, c'est vrai qu'on se dit quel gâchis. Qu'est-ce que ça traduit ? Je pense qu'on le voit sur l'énergie, on le voit en ce moment sur la géopolitique en Iran, c'est qu'on a probablement les dirigeants les plus nuls en Europe qu'on n'ait jamais connus. Ils sont nuls, et alors ils sont assez homogènes, c'est-à-dire qu'ils sont nuls sur tous les secteurs, sur tous les problèmes, sur la géopolitique, sur l'énergie, ils sont assez homogènes là-dessus. Évidemment, Emmanuel Macron, la quintessence du en même temps, parce que vous parlez d'il y a 8 ans où il était contre le nucléaire, il voulait fermer 14 centrales, mais aujourd'hui, quand il promulgue par décret la PPE3, elle est anti-nucléaire, de facto, puisqu'elle va rajouter des capacités d'énergie renouvelable intermittente dont nous n'avons pas besoin avec de l'argent que nous n'avons pas. Avec des milliards et des milliards, c'est ça. Ouais. Il y a plusieurs estimations, mais rien que dans le réseau, RTE annonce 200 milliards d'euros à horizon 2040. Alors, ce n'est pas que pour les énergies renouvelables intermittentes, mais quand vous avez des fermes éoliennes offshore que vous devez raccorder, ça coûte plusieurs milliards, voire dizaines de milliards d'euros, payés par le contribuable. Quand vous devez... Aujourd'hui, on s'engage, si vous voulez, sur l'énergie. Moi, je veux bien qu'on dise que le nucléaire, c'est important. Je pense que la phrase, d'ailleurs, il l'a négociée avec Mme von der Leyen. Et je vais faire un compliment à Mme von der Leyen, ce qui m'arrive assez rarement, c'est qu'au moins, elle reconnaît son erreur. Parce qu'on n'a pas vu le mea culpa d'Emmanuel Macron, a priori. C'est vrai. Attendez, il faut que je vous dise, il a où est-ce qu'elle est cette... Parce qu'il a fermé les réacteurs, mais on pourrait aussi parler d'Astrid, la quatrième génération qu'il a arrêtée en 2019 pour faire des économies de bout de chandelle et arriver à 3% de déficit public et respecter les critères de Bruxelles. On peut aussi en parler, André. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent, les chefs de chaque parti politique sont reçus aujourd'hui à Matignon en format Saint-Denis, comme on dit, pour évoquer à la fois la guerre d'Iran et ses conséquences à l'intérieur de notre pays, notamment sur le prix des carburants. Est-ce qu'il faut en attendre quelque chose ? Des airs soucieux, oui, des déclarations solennelles comme l'imposent les heures graves. Et c'est vrai que l'heure est grave et pourtant, on a un peu de mal à prendre au sérieux cette chorégraphie que l'on a vue 100 fois avec le président
président en Conseil de défense, le Premier ministre qui consulte et les chaînes d'infos qui doivent donner l'impression que l'histoire est en marche. Oui, l'histoire est en marche, mais le sentiment obsédant, c'est plutôt que nous sommes à côté de l'histoire. La guerre s'est déclenchée sans nous, se déroule sans nous et risque fort de s'achever sans nous. C'est la réalité cruelle du déclassement français et européen. Il nous reste à en payer les conséquences et ça commence à la pompe à essence. Mais alors sur ce sujet de l'essence, il y a sans doute des solutions politiques. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des règlements, des surveillants, des normes et des impôts. Il y a donc les nostalgiques de Twist Again à Moscou qui veulent bloquer les prix, ça c'est les insoumis. Il y a le gouvernement qui veut surveiller les stations-service, et ça c'est formidable, c'est la solution par l'inspection, la renaissance par la surveillance, notre pays adore ça, il pullule de comités, d'agences de haut commissariat dont le seul objet consiste à surveiller si le règlement a été correctement appliqué. La France est un pays de pions, Dimitri. Surveiller et punir, ce n'est pas un traité de philosophie, c'est la devise au fronton de la République d'Absurdistan. Enfin, il y a ceux qui, comme le RN, demandent que l'on baisse les taxes sur l'essence. Alors, cette musique est plus douce à nos oreilles. Moins d'impôts, c'est une mélodie réjouissante. Mais si ça consiste à appauvrir un peu plus l'État, on sait déjà qu'il reprendra de la main gauche ce qu'il a cédé de la main droite. Donc plutôt que de chercher des solutions de fortune, on devrait plutôt s'interroger sur notre dépendance énergétique. On lance des coups de menton vers l'Amérique de Trump, mais on achète son pétrole et son gaz. On veut mettre à genoux l'économie russe, mais l'Europe des éoliennes, quand le vent ne tournait pas, était bien obligée d'importer du gaz russe. Nous avions pour notre part avec le nucléaire une puissance énergétique propre, performante et bon marché, mais nous avons décidé de la saborder par un accablant mélange d'électoralisme de courte vue et de bêtises politiquement correctes. Ah oui, mais ça, ce temps est déjà loin, Vincent. Vous avez entendu hier Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen. Tous deux ont reconnu les mérites immenses du nucléaire. Oui, mais je vous rappelle ce que disait le président de la République en 2018. Il a annoncé triomphalement, je le cite, sur le nucléaire, concrètement, 14 réacteurs seront fermés d'ici 2035. Ce mouvement commencera en 2020 avec l'arrêt définitif des 2 réacteurs de Fessenheim. Il se prolongera, promettait le chef de l'État, avec la fermeture de 4 à 6 réacteurs avant 2030. Alors fort heureusement, la réalité a ramené Emmanuel Macron à la raison énergétique, mais que de réacteurs fermés et que d'argent perdu. Quant à Madame von der Leyen, elle reconnaît désormais que l'Europe a volontairement et activement réduit la part du nucléaire. L'Allemagne, elle, voulait la voir disparaître et elle peine encore à considérer cette énergie comme une énergie décarbonée. Après le mea culpa sur la voiture électrique, voici donc la repentance sur l'énergie. On attend l'acte de contrition sur l'immigration, le désarmement, la folie normative, l'auto-effacement culturel. La présidente de la Commission a reconnu hier une erreur stratégique, c'est ses mots sur le nucléaire, mais c'est l'utopie bruxelloise qui est devenue une erreur stratégique permanente. La matrice de ce projet était de sortir de l'histoire pour nous épargner tout ce qu'elle charrie, la puissance et la guerre. Nous sommes bien sortis de l'histoire, mais la puissance et la guerre continuent de la faire l'histoire, sans doute, et un jour, sans nous, et un jour sans doute contre nous. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.